tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de mars. J'espère que vous avez pu pas mal lire au mois de mars. Je sais que c'est un petit peu compliqué vu la situation actuelle de se changer un petit peu les idées. Mais d'un autre côté, ce confinement c'est l'occasion ou jamais de faire baisser enfin sa pile à lire. Petit côté positif, on aura une bonne excuse une fois le déconfinement pour aller se ruer en librairie et craquer notre slip pour re-remplir notre pile à lire. Donc ça c'est plutôt chouette. Pour ma part, je vous l'avais pas dit ici mais je l'ai dit sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos. Parce que j'ai fait donc au mois de mars, le Mars au féminin qui était un challenge organisé par la blogueuse Flo & Books. Je vous mettrai son article pareil en barre d'infos si vous voulez aller voir de quoi il retourne, mais en gros il s'agissait de lire que des autrices femmes au mois de mars. J'ai lu quand même 7 livres, donc plutôt pas mal, un bon mois de lecture. Et donc c'est parti. Le premier livre que j'ai lu au tout début du mois de mars, donc ça remonte un petit peu, c'est Le Dompteur de Lion de Camille Lackberg aux éditions Babel Noir. C'est le 9e tome de la saga de Erika Folk et Patrick Edstrom. Il me reste plus que La Sorcière qui attend sagement dans ma pile à lire. Et après c'est fini, c'est fini, je suis assez triste parce que j'ai pas du tout envie de quitter les personnages que j'aime beaucoup. Donc pour celui-ci, on va suivre donc Erika qui est romancière comme vous le savez et qui a décidé d'écrire sur des crimes, des true crime, enfin des faits divers qui se sont vraiment passés. Et là elle va exhumer une vieille affaire de maison, de l'horreur, etc. où une femme, Leila, a été condamnée pour le meurtre de son mari et la séquestration de sa petite fille. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle croupit en prison et elle n'a jamais desserré les dents, elle n'a jamais parlé de ce qui s'était passé, ni à ses psychologues, ni à ses avocats, ni à personne. Et pourtant, une vingtaine d'années après, lorsque Erika souhaite l'interviewer, elle accepte de recevoir Erika et de parler avec elle. Et de l'autre côté, on va suivre Patrick et le commissariat, donc toute son équipe d'enquêteurs qui sont sur de nouvelles affaires puisqu'il y a plusieurs disparitions de jeunes filles de 16 ans qui disparaissent les unes après les autres. Ça fait plusieurs mois que ça dure et ils n'ont pas de piste jusqu'au jour où une d'entre elles, Victoria, va être retrouvée errant dans la forêt, en lisière de forêt, par Martha qui est la gérante du centre équestre dans lequel Victoria a monté souvent à cheval. Et elle va la retrouver sans les yeux, avec la langue tranchée, errant dans les bois. Elle va lui dire stop, arrête-toi, il y a la route qui arrive. Mais visiblement Victoria ne l'entend pas, elle continue à avancer et elle se fait percuter par un camion. Et elle va mourir quelques heures plus tard à l'hôpital. On va constater sur le cadavre de Victoria, c'est qu'elle n'a plus d'yeux, elle n'a plus de langue et elle a aussi les tympans percés, comme si son ravisseur souhaitait l'enfermer dans sa bulle et la priver de 3 de ses 5 sens, ce qui est quand même assez horrible. Et voilà, l'enquête va se poursuivre, évidemment tout ça va se recouper. J'ai beaucoup aimé ce tome que j'ai trouvé beaucoup plus sombre que les précédents. J'ai l'impression que plus les tomes avancent, plus ça s'assombrit. J'ai beaucoup aimé l'univers du centre équestre. Voilà, faut savoir que moi j'ai fait de l'équitation pendant une quinzaine d'années quand j'étais plus jeune et j'ai parfaitement retrouvé cette ambiance un peu de guerre de pouvoir entre petites filles qui règne un petit peu dans les centres équestres. C'était très bien décrit et très réaliste. Comme à chaque fois, Camille Lackberg aborde des thématiques sociales très compliquées parfois. Et là, dans celui-ci, c'est notamment la thématique de la maternité et de la maternité qui n'est pas forcément bien vécue, ce qui est parfois tabou encore aujourd'hui. Voilà, le fait de vouloir d'enfants, de ne pas en vouloir, d'en avoir et d'en regretter d'en avoir, enfin ce genre de choses. C'était vraiment génial, j'ai adoré ce tome-ci et il me tarde de lire la suite, mais je vais me le réserver un petit peu, je pense, pour cet automne parce qu'après il n'y aura plus rien, donc un petit peu triste de terminer cette saga. Mais voilà, je vous recommande comme à chaque fois, c'est trop bien. Ensuite, je suis partie avec une autre autrice, Karine Gebel, avec Maître du jeu chez Pocket. Donc ça c'est un recueil de 2 petites nouvelles. Il y a Post-Mortem et J'aime votre peur, donc 2 nouvelles bien sombres, hein. Karine Gebel, elle fait pas dans la dentelle. La première nouvelle, on va suivre Morgane, qui est une jeune comédienne internationalement connue, qui a plein de fans et dont un de ses fans va décéder et va lui léguer une maison en Auvergne, je crois, Ardèche, je sais plus. Bref, dans la pampa, dans la campagne. Il lui a laissé une lettre chez le notaire qui lui dit d'aller dans cette maison et que dans cette maison, il y aura une surprise pour elle. Évidemment, le mari de Morgane, Marc,
qui là-bas, qui est assez violent avec elle, va souhaiter l'accompagner dans cette maison pour découvrir quelle est cette autre surprise. Une fois arrivés dans la maison, ils vont découvrir un magnétophone dans le salon qui va leur indiquer d'aller dans la chambre à l'étage pour la surprise. Et donc ils vont aller dans cette chambre, sauf qu'une fois arrivés, il fait tout noir. La porte va se refermer derrière eux et il n'y a plus de poignée, ils sont enfermés dans cette chambre sombre et il n'y a pas un voisin à des kilomètres. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'était plutôt pas mal. Moi j'avais un peu de mal avec le personnage de Morgane qui m'a mise plutôt mal à l'aise, mais c'est aussi ce qu'on recherche dans les thrillers, ce côté un petit peu malaisant. Et le deuxième, la deuxième nouvelle, donc J'aime votre peur, on va suivre un gros serial killer psychopathe complètement taré qui s'enfuit de l'asile de fous dans lequel il était enfermé. L'enquêteur qui l'a coffré va être rappelé pour essayer de le coffrer à nouveau. Et ce psychopathe va se faire passer pour un des accompagnants d'une colonie de vacances d'enfants handicapés. Donc, la monitrice principale ne va pas se rendre compte qu'il y a eu usurpation d'identité et qu'il n'est pas l'accompagnant qui devait venir. Donc voilà, c'était assez ouf. Mais c'était vraiment chouette. Karine Jebel, elle a vraiment une plume hyper immersive, hyper addictive. Elle te pose les personnages, l'intrigue directe comme ça, et ce qui est plutôt bien pour des nouvelles qui sont quand même des histoires assez courtes, donc il faut arriver à rentrer dans l'histoire assez rapidement, et là c'était le cas, donc vraiment chouette petit recueil de nouvelles que je vous recommande. Ensuite, je suis partie dans de la fantaisie adulte avec Robin Hobb, le tome 6 de l'Assassin Royal, la Reine Solitaire chez J'ai lu. Donc je vais pas trop vous faire le résumé puisque c'est quand même un tome 6 qui clôture le premier cycle de l'Assassin Royal. Donc on va retrouver Fitz et toute sa troupe dans leur road trip pour retrouver Vérité dans les montagnes. J'ai trouvé ce tome un peu plus ésotérique, mystique, spirituel, enfin je sais pas, déjà il y avait cet aspect là dans le tome 5 puisqu'on va parler de l'art, cette espèce de pouvoir magique que possèdent certains personnages dont Vérité et Fitz qui leur permet de communiquer à travers la pensée, enfin voilà, c'est... Je peux pas trop vous expliquer, il faut le lire pour comprendre. Là c'était parti dans un côté très psychédélique presque, mais à aucun moment on est perdu puisque l'autrice arrive parfaitement à nous faire comprendre ce qui se passe, même si c'est un petit peu one again. J'ai beaucoup aimé, le final était génial et là il me tarde plus qu'une chose, c'est de poursuivre avec le cycle des aventuriers de la mer. J'ai déjà les 3 premiers tomes dans ma pile à lire. Voilà, je vous spoil un petit peu le prochain book haul, mais voilà. En tout cas, très bon premier cycle, première époque de l'Assassin Royal, j'ai adoré et voilà, Robin Hobb à lire absolument quoi. Ensuite je suis partie dans toute autre chose puisqu'il s'agit d'un essai féministe que vous avez déjà vu passer partout je pense, sauf si vous vivez dans une grotte, je ne sais pas. Il s'agit de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. Donc il s'agit d'un essai féministe qui parle du féminisme à travers le prisme de la chasse aux sorcières qui ont eu lieu entre le 16e et le 18e siècle en Europe et aux États-Unis, donc c'est pas si vieux, hein, c'est pas du tout de l'époque du Moyen-Âge, c'est plutôt proche de nous en tout cas. Donc Mona Chollet va faire un petit récap historique sur ce génocide misogyne, mais également sur la figure de la femme indépendante vue comme diabolique, sur la vieillesse aussi des femmes qui est mal perçue et les femmes qui sont enjoints, ouais, je crois que c'est ça, à chercher la jeunesse éternelle. Il y a aussi la question de la maternité ou de la non-maternité, comme dans Camilla Läckberg, le fait de vouloir ou non des enfants alors qu'il y a une pression sociale faite aux femmes pour avoir des enfants, celles qui en ont et qui le regrettent ensuite, ça aussi sujet tabou. Elle va aborder aussi le rapport entre femme et nature, elle va aborder plein de sujets, c'était hyper intéressant, j'ai adoré ce bouquin. J'en ai parlé à tout le monde, je veux que tout le monde le lise, que ce soit des hommes ou des femmes, jeunes, vieux, peu importe l'âge, il faut le lire et le relire. Moi je l'ai lu à 30 ans, peut-être que ça serait bien que je le relise à 40, à 50, à 60 ans, parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures de ce livre, qu'on n'y trouve pas la même chose à chaque moment de notre vie, suivant notre parcours, etc. C'était hyper instructif, alors c'est dense, hein, c'est quand même un essai, il y a beaucoup d'informations, donc ça se lit pas non plus d'une traite, hein, ça se picore petit à petit, mais j'ai trouvé ça hyper enrichissant. J'ai relevé tout un tas de citations dans mon bullet journal, je les ai toutes notées, les phrases, c'était vraiment incroyable. Vraiment, je vous recommande, je veux que tout le monde le lise, j'en ai même fait un article dans la Gazette du Midi
parce que je veux vraiment que le plus grand nombre se penche sur ce livre qui est vraiment nécessaire, qui est d'utilité publique, vraiment. Allez-y, allez-y, si vous ne l'avez toujours pas lu, franchement, peu importe que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre âge, allez-y, c'est hyper nécessaire de le lire. Donc ensuite, je suis partie dans de la fantaisie jeunesse avec Chronique des mondes émergés, du monde émergé, pardon, le livre 1 de Licia Troisier chez Pocket Jeunesse. Alors ce livre, il a été plutôt encensé puisqu'il est best-seller, c'est marqué ici. On va suivre Niall qui est une jeune adolescente, elle a 13 ans au début du bouquin. Elle vit avec son père armurier de profession, qu'il a élevé seul, dans les terres du vent. Alors il y a une carte au début. Donc le monde est divisé par plusieurs terres, il y a la terre du vent, la terre de la mer, du soleil, des jours, terre de la nuit, du feu, des roches, etc. Et puis au milieu il y a la grande terre qui est annexée par le tyran, qui est le grand méchant, mais qu'on ne voit pas dans le tome 1. Niall, elle est plutôt garçon manqué, elle aime se battre avec une bande de garçons, etc. Et un jour elle va se faire battre par un jeune garçon qui a de la magie, qui possède ce don de la magie, et elle va décider que ça pourrait lui être utile puisqu'elle veut devenir guerrier, de maîtriser la magie. Donc elle va dire à son père qu'elle veut apprendre la magie, et celui-ci va l'envoyer chez sa sœur Soana qui est une grande magicienne, et donc Niall va perfectionner son apprentissage de la magie. Puis elle va faire la rencontre d'un chevalier dragon qui est donc Fen, qui est l'amant de sa tante. Elle va avoir un petit peu le béguin pour lui et elle va trouver ça trop classe d'être chevalier dragon, donc elle va vouloir devenir elle-même chevalier dragon, et elle va essayer de rentrer à l'académie qui est l'école pour devenir chevalier dragon. Évidemment au début ils vont pas trop vouloir puisque c'est une école uniquement réservée aux hommes et qu'elle est une fille, voilà, mais elle va quand même y parvenir. Et puis elle va apprendre que son père n'est pas vraiment son vrai père, qu'elle est la dernière demi-elfe, la dernière de son espèce en fait, que son peuple a été massacrée par le tyran. À partir de là, elle est animée d'une soif de vengeance. Elle va tout faire pour devenir le meilleur guerrier pour pouvoir venger son peuple et tuer le tyran. Voilà, donc le synopsis me vendait plutôt du rêve. J'ai trouvé l'univers plutôt sympa, même si on retrouve tous les stéréotypes de la fantasy. C'est pas gênant. Malheureusement, ça ne l'a pas du tout fait avec moi parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop simple dans l'univers, dans la construction des personnages. Il n'y avait pas assez de profondeur, même si c'est de la jeunesse. Il y a des univers de jeunesse que je trouve beaucoup plus construits, comme Philippe Pullman, Pierre Bottero, Harry Potter, tout ça. Là j'ai trouvé ça un peu trop léger, même dans l'action il y a des ellipses, ça avance très vite et des fois on n'a pas assez d'explications. J'ai détesté le personnage de Niall qui était mais tête à claque, vraiment c'est une meuf qui en fait qu'à sa tête, mais genre elle est butée, elle boude comme une gamine, elle fait des caprices, et puis après elle se rend compte qu'elle a eu tort par rapport à la figure d'autorité qui est avec elle, que ce soit son père, sa tante, etc. Mais pour autant, elle refait des conneries 5 minutes après, elle tire pas du tout de leçon de ses erreurs, et franchement elle était mais tête à claque, je l'ai détestée. Et pareil, ce livre était profondément misogyne. Je pense que Licia Troisier, qui est quand même une femme, a voulu dénoncer certains aspects, puisque en fait Niall se prend dans la gueule tout le temps qu'elle est une fille, qu'elle n'a pas le droit de combattre, qu'elle peut pas rentrer à l'académie parce qu'elle est une fille. Non mais j'aime pas voir les filles pleurer, nanana. Enfin j'en pouvais plus. Et pareil, elle met pas de robe donc elle est pas féminine, il faut pas qu'elle se coupe les cheveux parce que sinon c'est pas féminin, nanana. Et c'est ça pendant tout le bouquin, et moi je n'en pouvais plus. Alors juste après Sorcière, comment vous dire que les aspects un petit peu misogynes, je les ai relevés, j'étais à fond, et ça m'a vraiment, mais vraiment énervée comme pas possible. J'ai eu envie de balancer ce bouquin par la fenêtre je sais pas combien de fois, pratiquement à chaque chapitre, hein. Vraiment ça m'énervait, donc voilà, passez votre chemin, je vous recommande absolument pas. Voilà. Ensuite, je suis partie dans la suite de La Servante écarlate, les testaments de Margaret Atwood, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection Pavillon. Et alors, immense coup de cœur pour ce tome-ci, qui a été écrit 35 ans après La Servante écarlate. Donc moi j'avais beaucoup aimé La Servante écarlate, je vous remettrai mon avis ici si jamais je le retrouve. Dans La Servante écarlate, donc on suivait June, une servante écarlate dans ce monde qui est Gilead, qui est un régime totalitaire qui a asservi un petit peu les femmes et qui les a divisées en castes, mais les hommes aussi d'ailleurs. Donc dans La Servante écarlate, on était vraiment dans l'intériorité de la tête de June, qui est
enfermée en fait dans la maison du commandant où il se passe pas grand chose pour elle, donc c'est vrai que c'était un roman assez contemplatif, assez introspectif, et je sais que ça a dérangé pas mal de personnes, alors que là, pas du tout. On va suivre 3 points de vue, donc on est 15 ans après les événements de la fin du premier tome. On va suivre 3 points de vue, donc le point de vue de Tante Lydia qu'on connaît bien, je pense que si vous avez vu la série, vous savez très bien de qui il s'agit, qui est la tante, une des tantes fondatrices du régime de Gilead, qui est devenue Galahad dans ce livre. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Tante Lydia, on va en apprendre plus sur ce personnage qui est hyper intéressant, hyper complexe. J'ai adoré connaître la genèse de comment est-ce qu'elle est devenue une des tantes fondatrices et comment elle va faire pour détruire le pouvoir de Gilead, pour arriver à la destruction totale de ce régime totalitaire. C'était passionnant. On va suivre le point de vue de Agnès Gemina, qui est une jeune fille qui a grandi à Gilead, qui n'a connu que ça, qui est fille de commandant. On va la suivre parce qu'elle est à l'école des jeunes filles, on va lui apprendre la couture, les prières, les bonnes manières, etc. Évidemment, pas de lecture ni d'écriture, c'est interdit pour les filles. Et malheureusement pour elle, va y avoir ses premières règles qui vont arriver et sa belle-mère qu'elle déteste et qui la déteste aussi, va tout faire pour la marier et se débarrasser ainsi d'elle. Et enfin, le troisième point de vue, on va suivre le point de vue de Daisy, qui est une jeune adolescente de 16 ans qui elle vit de l'autre côté de la frontière au Canada et qui est une jeune fille moderne d'aujourd'hui en fait, qui apprend à connaître Gilead de loin à travers les cours d'histoire au lycée et qui vit avec ses parents, elle ne sait pas que ses parents ne sont pas ses vrais parents mais des parents adoptifs qui la protègent depuis qu'elle est tout bébé. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je pense que si vous avez vu la série, vous allez comprendre dès le début qui sont Agnès et Daisy. Moi j'ai de suite deviné qui c'était. Bon, il y a eu la révélation finale, du coup c'était plus vraiment une révélation, mais c'était chouette quand même. J'ai adoré l'alternance des 3 points de vue, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça apporte un vrai dynamisme dans le bouquin. Si vous avez trouvé des longueurs à la Servante écarlate, là pour le coup vous n'allez pas en trouver du tout parce qu'il y a énormément de dialogue, énormément d'action, il y a les 3 points de vue, c'était génial. J'ai même préféré ce tome-ci à la Servante écarlate. Si vous avez lu la Servante écarlate, allez-y. Si vous avez vu la série mais pas lu le livre, vous pouvez y aller aussi. Et je pense que si vous avez ni vu ni lu le livre ou la série, vous pouvez quand même y aller parce qu'il y a un récap. Voilà, Margaret Atwood fait un vrai récap de comment fonctionne Gilead et tout cet univers. Et c'était incroyable, vraiment allez-y. En plus si vous voulez un vrai page turner, un roman hyper addictif, immersif, c'est vraiment le bouquin qu'il vous faut. Et je termine enfin avec mon petit challenge saisonnier qui est de lire un Agatha Christie par saison, puisque là c'était le printemps. Donc j'ai sorti de ma pile à lire Destination Inconnue d'Agatha Christie aux éditions Le Masque. Donc là on n'est ni sur une enquête d'Hercule Poirot, ni sur une enquête de Miss Marple, on est sur un one-shot plutôt roman d'espionnage. On va suivre Jésop qui est inspecteur de police, qui est confronté à une enquête un peu difficile puisqu'il y a des éminents scientifiques du monde entier et de l'Angleterre qui disparaissent les uns après les autres. Ça fait plusieurs mois que ça dure et il se trouve qu'il y en a un qui s'appelle Tom Betterton qui a disparu et sa femme Olive vient régulièrement dans le bureau de l'inspecteur pour savoir un petit peu l'avancée de l'enquête. Évidemment il n'y a pas grand chose à lui dire puisqu'il est un petit peu au point mort et cette fois-ci Olive Betterton va venir dans le bureau de l'inspecteur Jésop, mais pas pour lui mettre la pression, plutôt pour lui dire qu'elle part se mettre au soleil, prendre du repos au soleil sur ordre de son médecin et donc elle va s'embarquer pour Marrakech. Évidemment ça va mettre un petit peu la puce à l'oreille à Jésop qui se dit c'est un peu bizarre, donc je vais la suivre, donc il va suivre Olive. Malheureusement pour elle, son avion va se crasher avant d'arriver à Casablanca. Elle va être rapatriée à l'hôpital mais elle en a plus trop pour longtemps à vivre. Et Jésop va faire la rencontre d'Hilary Craven alors qu'elle tente de se suicider et il se trouve que la jeune femme est rousse et ressemble beaucoup à Olive Betterton et donc Jésop va lui proposer une mission, se faire passer pour Olive Betterton pour continuer ce voyage qui lui semble un petit peu bizarre. Pour Jésop, les personnes qui ont kidnappé le mari ont pris contact avec la femme et pour qu'elle le rejoigne en fait, Et donc du coup, il arrive à accepter et va se faire passer pour Olive Betterton et poursuivre ce voyage pour remonter la piste du mari. Et ça va la conduire en plein cœur du désert d'Afrique, du Sahara. C'était plutôt sympa. Après c'est vrai que moi je préfère Agatha Christie dans ses
petits romans d'énigmes, huis clos, secrets de famille, etc. J'aime pas trop quand elle part dans les romans d'espionnage. J'avais lu, je crois, Passager pour Francfort qui était un peu dans la même veine. Voilà, j'ai passé quand même un bon moment. C'est vrai que ce qu'elle va découvrir dans le désert est quand même assez incroyable. Peut-être un peu tiré par les cheveux parfois, mais voilà, c'était sympa. J'ai passé un bon moment de lecture, mais ça reste pas... je pense pas que ça restera gravé dans ma mémoire. C'est pas ce que j'aime le plus chez Agatha Christie, ce genre de roman. Mais voilà, ça se lit quand même. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture du mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée de ne pas faire plus de vidéos, mais c'est un petit peu compliqué avec le confinement de trouver un moment pour filmer pour des questions logistiques, etc. Mais j'espère que vous allez bien, que vous vivez pas trop mal cette période. En tout cas, nous lecteurs en général, on est plutôt casaniers, donc c'est plutôt... voilà, ça ne nous change pas trop, mais j'espère que vous ça va, que vous prenez soin de vous, de vos proches, etc. Je vous souhaite tout plein de courage et de bonnes lectures. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, voilà, c'est l'occasion de rattraper un petit peu les vidéos que vous avez loupées sur la chaîne. À vous abonner, à mettre un petit pouce si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, vraiment. Bon courage pour cette période de confinement et à très vite. Ciao ciao.